Retour sur le plateau de l'Africa Newsroom. Dans quelques instants, nous allons donc aborder l'actualité de notre invité ainsi que les réactions de nos téléspectateurs. Mais d'abord, le dossier du jour. Ce soir, nous vous proposons un voyage au cœur des pratiques médicales facilitées par les télécommunications au Mali. Alors, le Mali est un pays d'Afrique de l'Ouest qui espère bien atteindre les objectifs du millénaire pour le développement en matière de santé, en contournant notamment la difficulté que représente l'enclavement pour ce pays. Et même si la télémédecine reste un luxe, elle est un support appréciable pour les populations les plus éloignées des centres ou des structures de santé. Les nouvelles technologies au service de la santé, c'est un dossier signé Guillaume Durand, notre envoyé spécial à Kolokani et à Bamako, du côté de Mali bien sûr. La télémédecine est la médecine à distance par la communication audiovisuelle et le transfert de données. Elle permet à des médecins d'échanger des informations entre eux, d'effectuer des consultations ou d'analyser et interpréter des examens complémentaires. Au Mali, aujourd'hui, plusieurs dizaines de centres de santé ont été informatisés et plus de 2000 personnes ont déjà bénéficié de la télémédecine. Fanta est la première d'entre elles. Elle est née en 1997, hydrocéphale, une anomalie neurologique souvent mortelle. Grâce à la télémédecine, des consultations en temps réel sont organisées entre des médecins suisses basés à Genève et Bamako. Le diagnostic établi avec précision, Fanta est envoyée à Genève pour y être opérée, une première fois en 2002, puis une seconde 3 ans plus tard. Une décennie de recherche, de travail, d'expérimentation, 2 organismes voient le jour en 2008. Le premier, le CERTES, Centre d'expertise et de recherche en télémédecine et e-santé, est initié par la société civile. Le second, l'ANTIM, Agence nationale de télésanté et d'information médicale, correspond à la branche gouvernementale de la télémédecine. La télémédecine, ça nous permet de raccourcir la distance, de rapprocher les structures de santé des populations et surtout de combler le déficit d'infrastructures qui existe. Le premier aspect, c'est l'infrastructure, c'est-à-dire l'infrastructure technologique qui permet à ce que le système de santé utilise les technologies de l'information et de la communication de manière efficiente. Après cela, il y a la formation, c'est-à-dire le renforcement des capacités, que ce soit les professionnels de santé ou les malades, pour qu'ils puissent prendre en charge leur santé en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Après la formation et le renforcement des capacités, nous avons la télémédecine, qui est de faire en sorte que les Maliens puissent avoir accès à l'expertise médicale en n'ayant pas à se déplacer. Aujourd'hui, Fanta peut se déplacer et se faire comprendre, ce qui n'aurait pas été possible sans la télémédecine et ses échanges permanents via Internet avec les spécialistes européens. Des vidéoconférences organisées chaque trimestre entre Genève et Bamako permettent aux médecins suisses de suivre l'évolution de Fanta. Si les professeurs voient certaines anomalies, ils essaient de voir l'évolution de Fanta en général. Nous sommes là tout de suite. Il y a un écran téléviseur. Ceux de Genève nous voient assis comme ça. Nous aussi, on les voit. Fanta peut se lever devant les faire des mouvements pour que les professeurs voient à partir de Genève. Le CERTES est devenu un modèle de référence viable et indépendant. Une réponse concrète au manque d'infrastructures de santé dans les zones reculées, mais aussi à la pénurie de personnel médical spécialisé loin de la capitale. La plupart des spécialistes est concentrée à Bamako. Dans le reste du pays, ce sont des médecins généralistes qui délivrent leur diagnostic. Avec l'aide d'un simple outil informatique, ils transmettent alors les résultats des consultations à des médecins spécialistes qui répondent, conseillent, offrent leur regard expert sur la conduite à tenir pour le patient. Le plus souvent, la télémédecine au Mali fonctionne ainsi en temps différé. Mais lorsque le docteur l'estime nécessaire pour le patient, une vidéoconférence est organisée en temps réel. D'un côté de l'écran équipé d'une caméra, le spécialiste, de l'autre, le patient et son médecin, qui devient le stéthoscope ou le tensiomètre de l'expert. Le patient est là avec son médecin traitant et ils sont en train de demander l'avis d'un expert qui se trouve à distance par visioconférence directe. Donc l'expert demanderait des informations nécessaires au médecin traitant à distance. En voyant bien le patient, il va demander au médecin traitant d'effectuer un certain nombre d'examens physiques et lui dire comment ça se passe. Et puis à la fin de la consultation, lui, il va donner son avis par rapport à tout ce qu'il a vu et par rapport à tout ce que le médecin traitant sur place le dit. À Kolokani, 125 km au nord de la capitale Bamako,
Le centre médical a été informatisé et les patients sont nombreux à bénéficier de la télémédecine. Derrière son bureau, le médecin généraliste du centre médical reçoit les patients. Enceinte depuis 7 mois, Madame Khan est venue réaliser une échographie pour s'assurer de la bonne santé de son futur enfant. Hop, voilà. Le placenta, il est juste là. Il est juste là. Donc je l'enregistre aussi. Je le vois pratiquement en totalité avec le liquide amniotique qui est de quantité normale, suffisant également. Voilà, j'enregistre l'image placentaire. La sonde du docteur Colassour est reliée à son ordinateur. Il enregistre les images de l'échographie avant de les envoyer à un docteur spécialisé. L'examen a été fait, nous avons pensé à un diagnostic. C'est juste un partage de connaissances médicales. Nous avons pensé que tout est normal. Et l'expert, nous sommes des médecins généralistes, et l'expert qui est là-bas est un professeur en radiologie. Donc il pourra interpréter les images et même les séquences vidéo qu'on a fait. Et cela, il pourra nous envoyer aussi des résultats. Et quand ça présente quelques problèmes, il les signale. Et cela nous permettra franchement de nous améliorer nous-mêmes. Voilà la raison pour laquelle, que les résultats soient bons ou mauvais, nous avons les images. Les défis de l'e-santé restent nombreux. Le premier, bien sûr, est l'accès de ces services à une plus grande majorité de la population malienne. Alors, on a la chance d'avoir un médecin sur ce plateau, Dr Souleymane Camara. On vous a vu très attentif à ce reportage. Comment vous réagissez à ce que vous avez vu? Je pense que c'est une bonne chose. L'aide au diagnostic est appréciable. Par ailleurs, ça permet de créer des liens et on s'améliore toujours en frottant sa cervelle contre celle d'autrui. Oui, je pense que c'est quelque chose de relativement favorable, mais... Est-ce que tout de même vous avez des réserves? Je dirais qu'on ne peut pas soigner à distance. On peut donner des indications, il peut y avoir un système tutoriel d'accompagnement. On peut même imaginer un compagnonnage positif, mais il faut des structures, il faut toucher le malade. Il faut les spécialistes maliens, c'est ça. Vous êtes en train de nous dire que la technologie ne va pas remplacer la présence humaine, c'est ça? Complètement. Je dis que c'est une bonne chose, c'est une avancée, mais c'est un pis-aller. Est-ce que tous les Maliens, François, peuvent avoir accès à ce genre de soins? Est-ce que ce n'est pas réservé à certains privilégiés? Évidemment, étant donné la situation du Mali, tous les Maliens ne peuvent pas avoir accès à cela. Mais c'est une expérience pionnière qu'il faut féliciter, qu'il faut encourager, qu'il faut soutenir. Il y a diverses voies pour atteindre le patient, mais comme l'a très bien dit le docteur, pour soigner, il faudra être présent. Soigner, c'est une relation directe entre un patient et son médecin. Mais la deuxième chose qu'on peut dire ici, c'est que le problème de santé, c'est un problème de santé publique. Donc c'est un problème de santé publique qui demande des infrastructures à la hauteur. Et puis, troisièmement, le cadre économique qui soutient cela doit être suffisamment fort pour porter la santé. Et on peut, je crois, voir que le Mali fait quand même des efforts au niveau des dépenses de santé publique au Mali. Mais la marge est encore très, très importante. Le Mali, c'est environ 15 millions d'habitants, 15,300 millions d'habitants. Le budget de la santé est en proportion assez conséquent, mais du 5 au 16 septembre dernier, il y a eu une mission du FMI au Mali. Et je regrette de dire que si le gouvernement du Mali continue à suivre les politiques du FMI, des politiques qui sont restrictives, le système de santé du Mali n'aura pas les moyens financiers à la mesure du challenge et des défis de santé. Docteur Camara, c'est ce que vous pensez, vous aussi, vous partagez cet avis? Écoutez, je pense que le FMI a fait beaucoup d'efforts. Je le mettais à l'index il y a une dizaine d'années. Vous avez changé d'avis depuis? J'ai espoir que le FMI ait compris que ces politiques d'ajustement structurel ont mis l'Afrique à genoux et qu'il faut revoir la copie et reprendre le chemin inverse. Vous voulez réagir? Oui.
Le FMI, je crois que c'est... je vais donner quelques chiffres pour donner un ordre d'idée. Le déficit public du Mali est autour de 1,2% aujourd'hui. Le déficit public en France, où nous sommes, est autour de 90%. 80-90. Ça veut dire que le gouvernement français ne peut pas laisser la santé des Français parce que le gouvernement doit économiser de l'argent. Et le FMI demande au Mali d'avoir l'année prochaine un déficit de 0,7%. Donc, comparé entre 0,7 et presque 80, les Européens se donnent les moyens pour organiser un système de sécurité sociale, un système de protection sociale, pour que tous les citoyens aient accès. C'est pour cela aussi qu'ils connaissent une crise de la dette aujourd'hui. La crise n'est pas toujours... Oui, une partie de la dette, on dit la dette. Bien sûr, il y a les recettes, il y a les dépenses. Si on dépense pour la santé, c'est aussi de l'investissement. Les dettes ne sont pas toujours mauvaises. Ce n'est pas parce qu'on est endetté qu'on est dans une mauvaise situation. Si on dépense et on s'endette pour construire des écoles, pour construire des hôpitaux, pour mettre en place un système de sécurité sociale, ça marche. Un dernier chiffre, si vous permettez. Vous voyez le problème de la Grèce. La Grèce a déjà reçu près de 110 milliards. Sur la Grèce, on y reviendra tout à l'heure. Mais par contre, docteur Camara, alors le Mali, selon vous, est-ce qu'il investit assez dans le domaine de la santé ou pas assez, pas suffisamment? Bien sûr que non. Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement malien? Beaucoup. Que déjà les responsables politiques comprennent la réalité des besoins de santé. On n'investit pas suffisamment pour la santé, y compris des dirigeants eux-mêmes. Les chiffres qui viennent d'être évoqués à propos de la différence avec la France, c'est exactement cela qui se situe tout le temps dans l'investissement en Afrique, enfin au Mali. Mais est-ce qu'on peut comparer la France et le Mali? Est-ce qu'il faut comparer d'ailleurs ces deux pays? Non, il ne faut pas comparer les deux pays. En revanche, il faut être sur la même pente. On n'inventera pas un nouveau paradigme de développement, on n'inventera pas un nouveau paradigme de soins. Les mêmes soins doivent être prodigués aux gens, aux populations, quelles que soient les populations. Un peu d'interactivité avec nos téléspectateurs, Maria Gelmeno. Et ils ont eux aussi leur mot à dire sur les dossiers que nous abordons, que nous traitons, et nous leur donnons bien sûr la parole à travers nos réseaux sociaux. Alors je vais vous lire quelques-unes des réactions. Sam Mouné du Cameroun qui nous dit qu'il est de ceux qui pensent que se tourner vers l'Occident est mal pour les Africains. Il pense que si l'on se donne la peine, les Africains peuvent limiter leur implication dans leur quotidien. Et une réaction également de Léonard Moto de Libreville au Gabon, qui nous dit aussi que l'idée est bonne, cette idée d'e-santé, mais que cette technique semble exclure la population rurale. Les gouvernements doivent d'abord régler le problème des routes afin que les médecins puissent aller au contact des populations de l'arrière-pays. Alors, François ? Ah oui, ils ont raison. C'est tout un problème. Le développement économique ne peut pas se diviser. C'est tout un ensemble. C'est pour ça qu'on parle de politique macroéconomique. Et pour revenir... Mais ce qu'ils sont en train de dire, c'est aussi qu'il faut prioriser. Ah oui, tout gouvernement africain est en face de multiples priorités qu'il faut mener de front. Et on ne peut pas dire on va faire ceci, on va faire ceci après ça. C'est pour ça qu'il faut se donner les moyens budgétaires pour ça. Alors, allez-y, terminez votre phrase. Pardon. Au Mali, la mortalité infantile est autour de 102 à 103 pour 1000. C'est énorme. On ne peut pas accepter des choses comme ça. Et les chiffres ont été publiés aujourd'hui même. La mortalité avant l'âge de 5 ans, c'est 182 pour 1000. Alors, docteur Camara, vous qui êtes donc médecin, dans la réaction Facebook, Monsieur Moto nous dit qu'il faut d'abord construire des routes avant de construire des hôpitaux ou des infrastructures, en quelque sorte. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est-à-dire qu'il faut construire les routes pour que les médecins puissent aller voir les patients, tout d'abord. Il faut effectivement mettre des liens entre les villages, les routes, effectivement, mais des ponts aussi. Figurez-vous qu'au Mali, il y a 3 ponts qui enjambent le Niger. C'est impressionnant sur tout ce parcours, que ce soit Bamako, que ce soit Ségou, sur les 2 rives du Niger, il y a des populations qui ne peuvent pas, qui sont obligées de passer au travers des pirogues
Alors, imaginez qu'on construise un hôpital sur une rive, que font les autres? Donc beaucoup a été fait selon vous, mais il reste encore beaucoup à faire. Et justement, il est temps de nous intéresser à l'actualité de notre invité qui, vous l'avez compris, est docteur en médecine. Alors, vous l'avez dit, Marie-Angèle, notre invité, docteur Souleymane Camara, est évidemment médecin. Il est médecin anesthésiste et réanimateur aussi. Vous avez dit tout à l'heure en quoi est-ce que cela consiste. Il exerce à Paris. Dites-nous, première question, comment est-ce qu'on devient médecin anesthésiste réanimateur à Paris quand on sort du Mali? Alors, si vous voulez mon parcours, j'ai vu le jour au Burkina Faso, à Ouagadougou. Je suis né à Ouagadougou. Et c'est Bamako qui a nourri mon enfance. Donc, voilà. Il se trouve que les vicissitudes de la vie m'ont entraîné en Europe. Et puis, j'ai fait ma spécialité ici à Necker, enfant malade. J'ai exercé là et à Pompidou. Alors, en quoi consiste exactement votre métier? Mon métier consiste à endormir, à réveiller, faire en sorte que le patient soit protégé des risques de l'anesthésie, qui font peur, que le malade n'ait pas mal après l'intervention chirurgicale. On va dire grossièrement, pour parler prosaïquement, la chirurgie est agressive et l'anesthésie adoucie. Alors, j'ai une question pour vous également. Alors, vous êtes médecin, donc malien. Vous exercez en France. Oui. Alors que vous nous disiez tout à l'heure qu'il y a beaucoup de choses qui restent à être faites au Mali et que le Mali a besoin de ressources humaines. Alors, comment expliquer ce paradoxe? Je m'y attendais un tout petit peu à cette question. Donc vous avez préparé une réponse? Oui, non, mais pas exactement. Je vous l'ai dit, ce sont les vicissitudes. Moi, j'ai jamais rien demandé. Ce sont les vicissitudes qui m'ont amené, formation après formation, à prendre place dans un dispositif de santé. Je n'ai pas sauté sur la moindre petite opportunité. Quand j'ai été visiter Howard Hospital of Washington, on m'a donné tout de suite, au terme d'une journée, le professeur Mafar m'a demandé de rester avec lui. J'étais responsable d'un service ici. Eh bien, je lui ai dit non. Il était étonné. Et comment ça se fait? Il me dit un an. Je dis non. Et pourquoi non? Parce que j'avais des responsabilités ici. On m'a dit, je n'en ai jamais eu, on m'en a jamais proposé. D'accord. Et vous n'avez pas eu l'envie de rentrer au Mali pour essayer de voir ce que vous pouviez apporter à votre pays, à vos concitoyens? Vous aurez remarqué au cours de cette émission que je parle peu et je fais ce que je dis et je dis ce que je fais sans autre fioriture. L'anesthésie et la réanimation requiert un outillage important, une sécurité qui n'existe pas dans Il n'y a mon pays. pas encore au Mali. Est-ce que vous avez une seule question à poser à Dr Camara? Une seule, rapidement. Je voulais lui demander si le docteur appartient à une organisation professionnelle en France ou de préférence en Afrique, et comment est-ce que, s'il appartient à cette organisation, comment est-ce qu'une organisation peut encourager et élever le niveau de la médecine au Mali et en Afrique en général? Je dois avouer que je n'appartiens à aucune organisation actuellement. Ni en France, ni en Afrique. Je suis conseiller de CARE, vous le savez. C'est la raison de ma présence ici. Mais auparavant, effectivement, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai beaucoup milité et je suis revenu de beaucoup de mes illusions. Alors, vous êtes revenu de vos illusions. Alors, j'ai entendu de vos désillusions. Qu'est-ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce jour, Marie-Angèle?
Sirte Bani Walid résiste. Les forces du CNT libyen ne parviennent toujours pas à prendre le contrôle de ces deux bastions pro-Kadhafi. Également, élection générale en Zambie. 5 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour désigner un président ainsi que les membres du Parlement et les conseillers municipaux. Et enfin, réaction au Bénin suite à la décision du tribunal arbitral du sport dans le dénouement de la crise à la Fédération béninoise de football. Alors, restez en notre compagnie. Nous, on va se retrouver dans quelques minutes. Le temps de marquer une pause. On se retrouve pour parler des news dans le monde, des news monde. À tout de suite.